Salam alaikum Azul, bonsoir. En février 2017, une visite d'Angela Merkel, la chancelière allemande, avait été reportée in extremis, quasiment à la dernière minute pour, selon les termes de la présidence, indisponibilité temporaire du président Bouteflika. Les services de la présidence avaient précisé que la raison était due à une bronchite aiguë du président. Ce ne sera que le 17 septembre, 7 mois plus tard, que le président algérien sera en état de la recevoir. C'est eux qui le disent, en état de la recevoir. Il allait beaucoup mieux, nous avait-on assuré. Regardez comment il était en forme lorsqu'il a reçu la chancelière. A signalé toutefois que c'est Ouyahia qui était allé la recevoir à l'aéroport. Retenir cette mise en avant de M. Ouyahia et retenir aussi les attaques qui avaient été orchestrées contre lui à ce moment-là et qui continuent aujourd'hui d'être avivées à chaque fois que sa visibilité fait de l'ombre au grand invalide. Retenir aussi qu'hormis la séance de bug, quand M. Bouteflika a bugué face à la chancelière, au baragouinage de Fahrettin, c'est Ouyahia qui a en réalité reçu Merkel, qui a discuté avec elle, et c'est lui qui a accepté que l'Allemagne renvoie tous les clandestins algériens. C'est la première fois qu'un pays du tiers-monde accepte qu'un pays occidental lui renvoie tous ses clandestins. Puis vint cette histoire de MBS, Mohammed Ben Salman, qui avait besoin de se trouver des carpettes, excusez du peu et excusez pour le terme, de trouver des carpettes pour s'essuyer les pieds et se faire blanchir du sang qu'il avait fait couler. Il lui fallait donc des pays soumis, dont les régimes ne demandaient pas mieux que de le servir, puisqu'ils savent qu'il y a toujours un retour d'ascenseur. L'Algérie était dans le lot, bien sûr. Mais regardez d'abord, regardez comment ceux qu'on qualifie de grands du monde le traitent, l'assassin de Khashoggi et des populations yéménites. Regardez. En Tunisie, même si la société civile s'est mobilisée pour hurler son refus d'une telle visite et pour dénoncer les connivences des dirigeants tunisiens, Mohammed Ben Salman a eu droit à tous les aplaventrismes jusqu'à se faire appeler mon fils, mon cher fils, par le président tunisien, jusqu'à se faire décorer de je ne sais quel ordre, jusqu'à jouir de toute la couverture médiatique dont il avait besoin pour son opération de blanchiment via les peuples frères. Peu cher. Et donc, bousboussade, décoration et autres connivences. Malgré ce zèle incroyable du président et du gouvernement tunisien, MBS ne s'attarda pas et se débina dardard, avant que ça ne se gâte. Il avait eu les images qu'il voulait et il savait qu'il ne fallait pas trop en faire s'il ne voulait provoquer une vaste levée des boucliers. Puis vint le tour de l'Algérie. Pauvre et malheureux pays pris en otage par une mafiocratie et qui ne recule devant rien pour se ménager des alliances chafouines, pour se faire bien voir par ceux qui tiennent les cordons de la bourse, les cordons d'une certaine bourse, en ces temps de vaches maigres, même s'ils savent qu'ils n'ont rien à espérer de cette Saoudie qui ne donne qu'au plus fort à ceux-là qui soutiennent sa monarchie et sans lesquels elle tomberait du jour au lendemain. Ce sont ces forces qui étaient à Buenos Aires et qui n'ont même pas daigné lui accorder serait-ce un regard. En Algérie, ça se passe autrement. Nous allons voir quelques images.
Mais MBS en sera malgré tout pour ses frais. Il ne sera pas reçu par Fahamatou, le président Bouteflika, serait-ce pour une séance de moulinet et de baragouinage, comme pour Merkel en février 2017. Pour indisponibilité temporaire, mais cette fois-ci, non pas pour une bronchite aiguë, mais pour une grippe sévère, nous dit-on. Le préposé à la couronne saoudienne a dû se contenter de la disponibilité de celui qu'on nous sert désormais à toutes les sauces de la succession à Bouteflika. Le préposé à la Fahamatou-sti algérienne, M. Ouyahia Belfoum Oulmla. Mais au-delà de l'indignité de cette réception, la réception d'un génocidaire et d'un assassin que toutes les démocraties occidentales refusent de recevoir, il y a aussi cette absence du grand invalide, même plus capable de faire des moulinets et encore moins de baragouiner, vraisemblablement. À un moment où ses frères et leur clientèle le destinent à rempiler un 5e mandat, après qu'il ait passé 20 ans à la tête du régime, 20 ans de dévastation systématique qui a plongé l'Algérie dans une situation dont elle pourrait ne jamais se relever. Un pays que presque toute sa jeunesse rêve de pouvoir le quitter et qui se jette à corps perdu dans la mer pour tenter d'aborder des rives plus clémentes. C'est cela la question. Au-delà de ce que font, on dirait, à ce malheureux pays tous les mafieux qui l'ont pris en otage. Où est le grand invalide? C'est la question. Où est le grand invalide? Dans quel état se trouve-t-il? Sera-t-il reconduit à un 5e mandat ou un de ses frères sera-t-il désigné pour le remplacer au pied levé? Ce sont les questions que nous allons poser à nos invités aujourd'hui. Liberté. L'entrevue qu'il devait accorder au prince héritier saoudien annulée à la dernière minute. Bouteflika incapable de recevoir Mohamed Ben Salman par Ali Bourlef. Le Monde. En Algérie, une grippe aiguë empêche Bouteflika de recevoir le prince héritier saoudien par Le Monde et AFP. L'Humanité. Abdelaziz Bouteflika, je suis encore là par Hassan Zerouki. Abdelkader entre bronchite et grippe. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici sur le plateau avec moi Omar Aït Mokhtar. Omar Aït Mokhtar, marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes candidat aux élections de 2019, aux élections présidentielles. Exact. Très bien. Alors, Khelef Saïdi est avec nous, militant politique, ancien cadre du FFS. Khelef Saïdi, merci d'être avec nous. Merci à Jamal, à Zulf Lawan et salut à tous les invités. Merci. Et avec nous, Abdelhak Sarrab, docteur Abdelhak Sarrab, médecin, militant des droits de l'homme. Merci Abdelhak Sarrab d'être avec nous. Merci Jamaluddin pour l'invitation, le plaisir est pour moi. Bonsoir à vous, à toute l'équipe de Nara Libya et à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Alors, Khelef Saïdi, d'abord, votre sentiment au sujet de cette visite du prince héritier, comme on dit, saoudien, en Tunisie puis en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Jamal pour cette question-là. Pour la visite de ce personnage-là, de ce Ben Salman Ben Hagra ou Ben Qatlan, comme je l'ai nommé, n'a pas lieu d'être, à mon sens, dans un pays comme le nôtre, l'Algérie, des martyrs qui se sont soulevés et contre l'une des plus grandes puissances coloniales qu'a connu le monde, qui est la France, pour les libertés, pour les droits et les libertés des peuples, les libertés politiques et toutes les libertés aussi.
Donc, il n'y a pas lieu. Ils n'auraient même pas dû en parler. Même pas. Ils acceptent la venue de cet assassin qui, avec un minchar à commodité, l'assassinat d'un journaliste saoudien, et qui frappe, et qui tue, et qui massacre des populations désarmées au Yémen. Mais je dirais, Jamal, c'est pas facile de voir juste chez nous, avec un président qui ne parle plus, qui ne pense plus, dans un cercle des clans fermés. Mais, pardon, Khalef Saïdi, excusez-moi de vous interrompre. Il faut dire aussi, que les Algériens n'ont pas branché. Vous vous indignez, moi aussi, beaucoup de gens se sont indignés. Mais la société civile n'a pas réagi de la plus petite façon. Contrairement aux Tunisiens, par exemple, qui sont sortis dans la rue, qui ont manifesté, qui ont brandi des banderoles, qui ont fait des tags. Mais en Algérie, il n'y a pas eu de réaction, quasiment. Alors qu'il est resté quasiment 2 jours. En Tunisie, il est juste arrivé pour tout de suite repartir. Tout de suite. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui est à déplorer. Mais moi, je ne peux pas comparer. La situation en Tunisie et notre situation, la nôtre en Algérie. Il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, après leur révolution, durant leur révolution, l'armée les a soutenus. La police les a soutenus. Et ils sont passés, ils ont réussi à dégommer leur président et le régime. Et aujourd'hui, ils vivent, je dis elle vaut ce qu'elle vaut, ils vivent quand même une ère démocratique avec beaucoup plus de liberté chez eux que chez nous. Donc, c'est pour cela que je dirais que la population algérienne a toujours peur. Elle a toujours cette grande peur. Hein? On a toujours peur de cette armée-là. On a toujours peur de la police. On a toujours peur de ce nidam-là. N'oublions pas, Jamel, que l'armée algérienne a tué ses enfants, ses fils. La police algérienne a maté ses médecins, a maté ses enseignants, etc. Donc, je pense que c'est dû à cela. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une absence totale, une désertation politique des partis de l'opposition aujourd'hui. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Omar Aït Mokhtar, d'abord au sujet de votre candidature au présidentiel, vous êtes sérieux? Je suis sérieux. Ouais. Je ne vois pas pourquoi vous me posez la question. Si, je pose la question. Je vais vous dire pourquoi je remplis les conditions. Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question et puis après je vous laisse poursuivre. D'accord. Moi, je considère, très franchement, que les gens qui se présentent, ils sont soit des lièvres, c'est-à-dire ils sont payés pour ça, ou ils trouvent leur compte, ou quelque chose dans le genre. D'accord. Soit ils sont naïfs. D'accord. Il y a des gens qui sont naïfs. Ils peuvent être très intelligents en même temps que très naïfs. C'est-à-dire, niya ki mangolo, ça veut dire, mais yqrash l'hila. D'accord. Soit c'est des gens qui ne savent pas voir, parce que moi je sais qu'il n'y a pas une chance sur 1 million pour que le candidat qui ne soit pas celui du régime puisse l'emporter. Et là, je vous laisse dire ce que vous voulez. D'accord. Donc, ça n'engage que vous. Hein. Pour moi, oui, évidemment. Pour moi, il y a une échéance très importante qui va donc conditionner la vie d'un pays pendant 5 ans à venir. Donc, c'est le devenir du pays. Je pense qu'il est pitoyable de priver un peuple du débat. Moi, je veux instaurer un débat. Je pense apporter quelques réponses à des questions posées, notamment économiquement parlant l'économie du pays. Je pense apporter quelques réponses. Je pense apporter ma modeste expérience
35 ans de vie en France, donc je m'implique vraiment ici, je vois comment se déroulent les choses. Donc, ma participation d'abord, c'est participer au débat avant tout. Après, vous me dites je suis naïf ou je suis lièvre, ça n'engage que vous. Moi, j'ai envie vraiment à ce qu'il y ait un débat démocratique. Vous croyez que vous avez une chance de passer? La preuve, aujourd'hui, c'est un débat pour moi. Non, vous avez une chance de passer, d'être élu? Vous savez... Éventuellement, disons. Les batailles ne sont pas gagnées d'avance. Oui. Ça veut dire qu'il y a une chance. Je mène bataille, après, ça ne sera jamais faute d'essayer. Oui. Moi, j'ai toujours essayé, même si j'aurais un échec, il n'y a pas de problème. Alors, venons-en à cette histoire de visite de M. MBS, oui. Le prince héritier saoudien à Alger. Vous savez qu'en Espagne, il a rencontré le roi d'Espagne père dans une rencontre internationale, je ne me rappelle plus où. Le roi lui a serré la main parce qu'ils se sont retrouvés face à face, ils n'avaient pas le choix. Ça a déclenché un tollé général en Espagne. Comment a-t-il osé lui serrer la main? D'accord. À l'étranger, c'est pas en Espagne. Bien hein. sûr. Mais chez nous, alors non seulement on lui serre la main, on lui fait des boussades, mais il ose venir fouler le sol algérien normalement. Vous savez, moi, il y a deux choses. Oui. À titre personnel, pour moi, je l'ai dit dans ma page Facebook personnelle, je me suis exprimé, je suis contre cette visite et je considère que c'est un criminel. Ça, c'est une chose. En politique algérienne, j'observe un devoir de réserve, je soutiens la politique extérieure de l'Algérie. Donc, s'il vient là-bas, c'est une stratégie. D'ailleurs, vous vous posez des questions, Bouteflika ne l'a pas reçu, c'est une chose, peut-être qu'elle n'a pas envie de le recevoir. Voilà. Non, mais même eux, ils disent qu'il est malade, il ne peut pas le recevoir. Même eux, ils disent, vous n'allez pas être plus royaliste que le roi. Il faut un alibi. C'est pas qu'il ne veut pas le recevoir, il ne peut pas le recevoir. Moi, j'ai le droit de penser qu'il ne voulait pas le recevoir. Ah, d'accord. Par exemple. Ouais. Après, il s'est inventé un prétexte avec la guerre. Par exemple. Mais pour moi, donc on met ça sur on va partir dans un autre sujet par rapport à cette visite de Ben Salman, que Bouteflika est malade, ça on le sait. Après, pour moi, c'est un alibi, il ne veut pas le recevoir. Donc voilà. Concernant la société civile en Algérie qui n'a pas bougé, moi je pense que si, je vois dans les réseaux sociaux, les gens se sont exprimés. Dans les réseaux sociaux? Oui, mais quoi? D'ailleurs, c'est le seul endroit où les gens s'expriment aujourd'hui. Quasiment. Oui, il y a des plateaux de télévision, je pense que les réseaux sociaux, c'est important quand même. Oui. C'est très important. Alors, il y a un phénomène qui s'appelle la chita en Algérie. Oui. Vous-même, vous êtes un peu traité de temps en temps d'appartenir à cette catégorie. Moi, je ne regarde pas ce que pensent les gens. C'est pas je fais des mois. Hein. Oui, bien sûr. Mais je vais vous montrer une petite vidéo où vous allez découvrir le nec plus ultra de la chita. On me dit qu'elle n'est pas encore prête. Mais vous allez la voir. Je vais vous dire encore une chose. Justement, allez-y, poursuivez le temps qu'elle soit prête. Je vous assure que je rends un grand hommage à Bouteflika. Ça, c'est une chose. D'accord. Pour ce qu'il a pu faire et ce qu'il a réussi à faire. Pas facile du tout. Je viens de là-bas. Après, dans ce cas, restons-en là. Dites-moi ce qu'il a fait, Bouteflika. Ce qu'il a fait. Allez-y. Mais essayez de le dire sans langue de bois, bien sûr. sans clair. Moi, je n'ai pas une mémoire courte. Hein. D'accord. La décennie noire, vous l'avez subie, donc vous savez ce que c'est. On a tout essayé. On a tiré sur le peuple, on a fait donc une présidence collégiale, on n'a pas réussi. Hein. Il est arrivé, il a fait quelque chose. Et c'est lui qui a arrêté la violence? Oui. Oui, moi je suis témoin. Moi je vous réponds du tac au tac. Non, je vais répondre tac au tac. Oui. C'est eux qui ont déclenché la violence. Mais c'est eux qui ont tué les gens. Attendez. Mais je suis d'accord avec vous. Oui. Et ça les a arrangés. Ils ne voulaient pas de paix. L'affaire, ils ont saboté Saint-Égidio, ils ont tué Hatchani. Attendez. Et quand l'argent est tombé, des milliards partout, ils avaient besoin de paix pour pouvoir manger. Plus qu'ils ne mangeaient. Je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le sifflet de l'arbitre, ils ont fait... Et ils se sont auto-absous. Ils n'ont pas ramené la paix. Qui c'est qui a tué? C'est eux. Qui c'est qui a massacré le pays? C'est eux. Et donc, ils ont décidé... C'était le deuxième mandat de Bouteflika. C'était entre Benflé et lui...
les gens hésitaient un peu, les généraux. Et alors, ils ont fait cette fameuse charte pour la réconciliation nationale, qui n'est rien d'autre qu'une auto-amnistie. Et donc, c'est pas Bouteflika. Poursuivez. Quoi d'autre alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Sinon, à part ça. Je vous assure qu'ils ont déclenché la violence. Je suis d'accord avec vous. Donc, quand il est arrivé, ils l'ont ramené au fait. Hein, c'est un secret pour personne. Mais ils l'ont ramené pour les protéger, eux, des instances internationales. D'abord ça. Mais les connaissant très bien, il faut être un Bouteflika pour réussir ce qu'il a fait. Avec justement ceux qui ont mis d'accord sur notre dos. Bouteflika n'a tué personne. Oui, mais en termes économiques, qu'est-ce qu'il a fait? Réalisation qui m'agueule Jamal Al-Abbas. Quelle réalisation il a fait? Jamal Al-Abbas? Non, Jamal Al-Abbas a dit qu'il a fait des réalisations des milliards de dollars. Je n'ai jamais écouté Jamal Al-Abbas. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation économique, Bouteflika? Économique. Je vous assure qu'en Algérie, à moins d'être aveugle ou de ne pas vouloir voir la réalité en face. C'est vrai qu'il y a du gâchis. L'autoroute Est-Ouest, par exemple. L'automoute, on l'appelle. Voilà, automoute. Je suis d'accord. Je suis encore d'accord avec vous. Elle a coûté peut-être 3 fois le prix. Mais il l'a fait. Pas 3 fois, 6 fois. 6 fois. Je vous accorde tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, elle est faite parce que. Mais non, je regrette. L'essentiel, elle est faite. Ça va coûter plus cher de la démolir que de la construire. Il y a un mois à Alger, on a dîné, donc j'ai dîné avec 2 amis à Alger, un économiste qui disait que le remboursement anticipé de la dette est une erreur. Franchement, parce qu'il aurait fallu continuer à payer la dette, traditionnellement, et investir cet argent dans autre chose, les multiplier. C'est ce qu'on appelle. Et la grande mosquée. Attendez. Donc, l'autre personne disait que Bouteflika s'est opposé. Il a voulu absolument terminer cette dette parce qu'il n'avait pas confiance. Il a dit que cet argent, vous allez le bouffer et on n'aurait pas remboursé la dette. Donc, il a fait beaucoup de choses. La grande mosquée, l'Algérie, le grand pays qui est l'Algérie, c'est un pays très riche. Moi, personnellement... Très riche pour qui? Personnellement, je n'aurais pas fait cette mosquée. Mais on se focalise sur la mosquée d'Alger, on peut construire 10. On peut construire autre chose. Ce n'est pas un problème. Une mosquée à Alger, elle a... D'accord, ce n'est pas un problème. Pourquoi tous les membres du régime se soignent à l'étranger et que les Algériens meurent dans des hôpitaux qui sont devenus des mouroirs? Pourquoi Bouteflika n'a pas construit d'hôpitaux? Il aurait pu soigner lui-même. Vous savez, l'histoire des soins en Algérie est un grand sujet. Ce n'est pas facile. Les soins... Là, vous bottez en touche. Hein. Vous dites qu'il a réalisé, il a fait. Pourquoi il n'a pas construit des hôpitaux? Pourquoi il n'a pas édifié une vraie université? Pourquoi il n'a pas édifié une vraie école? Pourquoi il n'a pas édifié une vraie agriculture? Vous allez noircir le tableau. Pourquoi il n'y a plus d'industrie en Algérie? Attendez. Pourquoi il y a des haragas? L'industrie... Non, c'est ça le bilan de Bouteflika. L'industrie, c'est autre chose. On s'est relevé. L'industrie, c'est autre chose. L'université, je vous assure qu'en Algérie, malheureusement, on forme des ingénieurs pour le Canada, la France et l'Allemagne, pour les étrangers. On ne peut pas les utiliser, on n'a pas de quoi. On n'a pas une industrie, justement. Mais sois certain que l'université algérienne forme de très bons ingénieurs. Donc, il y a une université là-bas. Je vais vous dire une chose. Il y a une formation. Je vais apporter quelque chose pour démystifier quelque chose. D'accord. La plupart des diplômés universitaires algériens qui vont à l'étranger sont obligés de refaire leurs études. Parfois, oui. Au Canada, où j'ai été il y a à peu près une année, je l'ai appris, ça m'a choqué. Tous les gens qui ont des études, des diplômes d'études supérieures algériens, sont obligés de refaire leurs études. Mais nous allons écouter le monsieur Las, le grand Tass, le nouveau champion du monde de la Chita, et on revient au débat. عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه. اليوم فعلا نفتخر بهذه الزيارة ونمتن لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متعه الله بالصحة والعافية. هذا الرئيس الذي شد أمرنا منذ سنة 1999 وهو يقود بلدنا نحو الحكمة ونحو كل ما هو خير لشعبنا. اليوم ونحن في الصحراء وكامل التراب الوطني مغمور ببهجة وسرور وكأنه صراحة إخواني عيد جديد لهذا البلد بمناسبة هذه الزيارة لصقر الجزيرة. أقول هذا الأمير الفذ الذي نفتخر به. وصراحة أقول لكم إخواني في المملكة العربية السعودية الأشقاء
لا أحب كلمة نحسدكم وإنما نقول نغبطكم على هذا الفخر لأنه فخر للأمة قاطبة. هذا الأمير الذكي، هذا الأمير الذي أتابعه من خلال الإعلام الذي غير جدا ومحور نظرة المملكة العربية السعودية وجعلها قطبا. وأقول وأبادله نفس الشعور أن العالم. Pardon, j'ai coupé parce que je ne pouvais plus supporter. Sakar, il parle du MBS, là, il dit le Sakar, le faucon de l'Arabie Saoudite. Mais là, on peut être d'accord, moi aussi. Ah, même vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord. Génial. Alors, Abdelkader Sarrab, Abdelkader Sarrab, merci d'être avec nous. Merci, Azul. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la visite de MBS, comme on l'appelle maintenant, en Algérie? Jamal-Din Ben-Chennouf, l'histoire est un éternel recommencement. Aujourd'hui, on parle de MBS parce qu'il y a eu cet assassinat regrettable et triste et grave qui a eu lieu à Istanbul il y a 2 mois. Mais le régime saoudien, les El Saoud, c'est une invention britannique, c'est une invention coloniale britannique. Ils ont été inventés au XVIIIe siècle pour qu'ils mettent les Ottomans à genoux. Le nationalisme arabe est une création des Britanniques. L'objectif était de détruire la présence ottomane dans la région. Donc aujourd'hui, puisque je vous l'ai déjà dit, l'histoire est un éternel recommencement, on voit que les Américains les utilisent pour détruire une grande partie du Moyen-Orient et pourquoi pas le Maghreb. Donc nous sommes dans une situation où MBS est reçu en Algérie, non pas parce que l'Algérie, la Tunisie ou la Mauritanie ont un quelconque poids dans la diplomatie internationale, mais il est reçu parce que ces pays-là permettent à MBS de soigner une image. Jusqu'ici, on parle de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie participent au blanchiment de l'image de MBS, dont l'image, bien sûr, est entachée, un homme discrédité, un homme qui est lâché par sa propre famille. MBS ne fait même pas l'unanimité au sein de la famille royale. Or, l'Algérie a investi et puis elle soutient quelqu'un qui est discrédité par le monde entier. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de vie politique en Algérie. On aurait eu une vie politique en Algérie, on ne peut pas soutenir quelqu'un qui est suspecté d'assassinat. L'absence de vie politique fait que le régime sait d'avance qu'il ne va pas y avoir de résistance. La preuve, vous l'avez soulevé vous-même, personne n'est sorti dans la rue. Il y a eu des initiatives à droite et à gauche, mais il n'y avait pas une contestation officielle parce qu'il n'y a pas d'opposition. Pourquoi il n'y a pas d'opposition? Parce qu'il n'y a pas de vie politique. Le régime algérien a commis la plus grave de ses erreurs en tuant la vie politique algérienne en 62. L'Algérie est née sans politique. L'Algérie ressemble un peu à un bébé qui est mort-né. Nous sommes mort-nés. Abdelhak Sarrab, vous êtes médecin, pour en revenir à cette histoire de Bouteflika qui n'a pas pu recevoir cet homme. Alors, vous êtes médecin. Si je vous demandais de faire un diagnostic à distance comme ça, de visu, est-ce que c'est possible d'abord qu'un médecin puisse examiner quelqu'un en le regardant à travers des signes cliniques et d'autres? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur son état? J'ai fait beaucoup de régulation du SAMU. On reçoit des appels à 60-80 km de distance et on juge, rien que à la description des symptômes au téléphone, on juge si on envoie un médecin ou une ambulance ou des sapeurs-pompiers. Effectivement, le président est gravement malade, il est très fatigué. Le régime prend des risques à l'exposer aux médias locaux et internationaux quand il s'agit de gagner quelque chose. Mais avec MBS, le régime a tout de suite compris que c'est MBS qui est gagnant. Donc, ils ont accepté de se montrer à ses côtés, mais ils ont limité les dégâts en demandant au président de ne pas le recevoir. Ah, d'accord. Ils n'ont pas voulu investir gratuitement pour une opération qui n'est pas rentable pour Bouteflika. Ok, MBS, on veut bien se prêter à la comédie,
mais on ne lui donne pas Bouteflika. Bouteflika, on le réserve pour d'autres choses. MBS est dans le rôle de l'Algérie vis-à-vis de l'Allemagne. L'Algérie a tout à gagner en recevant Merkel. Ça permet au régime de soigner son image. Mais recevoir MBS, c'est déjà un handicap, parce qu'ils vont s'afficher avec un homme discrédité par le monde entier. De là à l'emmener voir le président, l'Algérie aurait perdu 2 fois en exposant un président malade et en recevant un MBS discrédité par le monde entier. Donc le régime a voulu limiter les dégâts. Mais sur le plan du diagnostic, vous êtes médecin, je le rappelle, c'est un président qui n'a pas parlé à son peuple depuis 6 ans. 6 années. Il n'a pas parlé à son peuple. Et nous le voyons généralement dans un état absolument atroce. Il ne peut que faire le fameux moulinet avec sa main, bredouiller comme ça, on voit sans l'écouter qu'il ne parle pas, qu'il bredouille. On nous dit qu'il a parlé à Merkel, qu'il a parlé à Kerry, qu'il a parlé à Brahimi, qu'il a parlé à Hollande, mais les Algériens ne l'ont jamais entendu. Vous, en tant que médecin, est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision sur son état de santé? J'avais dit, l'Algérie ressemble à une voiture où il y a une famille qui est partie d'Alger en 62 en direction de Blida. Et 1h30 après, elle se trouve à Bouira. Or, Bouira est à l'est et Blida est à l'ouest. Nous faisons depuis 62 une fausse route. Ce qui se passe avec le régime actuel, avec les images qu'il nous montre, rentre dans le cadre de la fausse route. Et il va falloir rebrousser chemin rapidement. Non, mais sur son état de santé, est-ce que vous pourriez, vous, en tant que médecin et en tant qu'Algérien, nous dire ce que vous en pensez, tout simplement, entre vous et vous-même? En tant que médecin, je pense qu'il est gravement malade et que normalement, l'article 88 de la Constitution doit être appliqué. 102 maintenant, c'est l'article 102. Oui. 102 maintenant. Donc, il va être appliqué par qui? On n'a plus d'institution. Nous sommes un bébé mort-né. On n'existe pas en tant qu'État. Nous sommes un régime avec un peuple. Il va falloir créer des institutions, créer un État pour qu'on puisse recourir aux institutions pour appliquer la loi. Restez avec nous, Abdelhak Sarrab. Je reviens à Omar Aït Moukhtar. Je vois que vous hochiez de la tête. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Une remarque? Pour moi, oui. la visite de Ben Salman est un non-événement. Donc, comment ça, un non-événement? C'est un non-événement. C'est une langue de bois que de le dire. Les relations internationales de l'Algérie, elle doit être en contact avec l'Arabie, avec d'autres pays. Donc, ce n'est pas à l'Algérie de décider. À titre personnel, c'est un criminel. Il a tué, donc voilà. Le gendarme du monde lui a demandé... Il n'a pas tué que Khashoggi. Il a tué des milliers d'enfants. Je n'ai pas... Il a tué 300 milliers. Bien évidemment. D'ailleurs, l'Algérie a refusé de participer à la guerre au Yémen. Oui, heureusement. Il y avait même des embrouilles à cause de ça. Donc, voilà. Bravo, pour ça, on les salue. Salut. Donc après, le recevoir ou pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Comment? La France ne le reçoit pas. L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, ses principaux alliés. Il les a tous vus au G20 il y a cette semaine. Oui, on a vu comment ils l'ont traité. On a vu comment ils l'ont traité. Vous voulez que je vous repasse les images? Non, j'ai vu les images. J'ai tout vu. Je sais qu'il a participé, il était invité. Alors pourquoi on ne l'a pas renvoyé? Il a bien participé au G20. Bah oui, il représentait son pays, mais en tant que personne, ils ne lui ont même pas jeté un regard. Franchement, j'ai envie d'observer un devoir de réserve par rapport aux relations internationales de mon pays. Mais vous n'êtes pas un officiel. Pourquoi vous observez une obligation en tant que citoyen, non, vous avez le droit de tout dire. C'est pour vous dire, je soutiens la politique étrangère de mon pays. Président, hein? Non, je soutiens la politique étrangère de mon pays. Point à la ligne. Après, à titre personnel, je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas la politique étrangère de votre pays, c'est la politique étrangère du régime qui tient ce pays en otage. Maintenant, on revient. On se focalise. Ça fait 3 ans qu'on parle de la Mahdi de Bouteflika. Il y a une échéance électorale. On est à moins de 5 mois. Oui. C'est ça le problème quand on parle avec quelqu'un qui use la langue de bois. Non, pas du tout. Est-ce que c'est nous qui avons rendu Bouteflika malade? Non, mais c'est normalement, pas toi. Il est malade. Il aurait dû rentrer chez lui, comme il a dit. Il est président. S'il était rentré chez lui, on n'aurait pas parlé. Il y a une échéance électorale dans moins de 5 mois. On est en train de passer... Non, pas dans moins de 5 mois, dans moins de 4 mois. Voilà, moins de 4 mois. C'est au mois de mai prochain. Donc écoutez... Non, pas au mois de mai, au mois d'avril.
Avril ou mai, 4 mois ou 5 mois, ça n'a pas d'importance. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de débat sur les questions essentielles, les questions de société. Qu'est-ce qu'on peut faire? Notre économie qui va mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Quels sont les leviers? Voilà. Question essentielle. Moi, je n'ai pas envie de... Vous dites questions essentielles. Oui. D'abord, le développement économique de ce pays. Vous trouvez, vous, oui, qu'un pays dont on a mis, à la tête duquel on a mis un invalide intégral. Écoutez. Intégral. Moi, je vous défie de me prouver que c'est nos yeux qui le voient. C'est le Conseil constitutionnel qui refuse de le faire examiner par des médecins. Tous les Algériens savent... Vous avez vu, vous, un président qui n'a pas parlé à son peuple depuis 6 ans? Et ça, vous trouvez que ce n'est pas une question essentielle? Vous imaginez Macron, oui, ici, ou la chancelière Merkel, un 4e mandat, sans parler au peuple pendant 6 ans, et on parle de les reconduire, et ça, ce n'est pas essentiel? Est-ce que vous voulez que je vous dise oui? Non, je suis... Alors pourquoi dites occupons-nous des choses essentielles? Ce n'est pas essentiel, ça? Non, ce n'est pas essentiel. Ah bon? Il est un président malade, au nom duquel on règne. On ne sait même pas d'ailleurs qui règne vraiment. Et vous me dites que ce n'est pas essentiel? Non, mais ça, les Algériens, oui, tous les Algériens savent ce que vous dites. Oui. Donc, est-ce que vous voulez le répéter toutes les 5 minutes? Je le répéterai jusqu'au jour où Bouteflika sera chez lui. Mais il y a une échéance électorale. Ce n'est pas normal qu'un invalide soit mis en façade pour permettre à d'autres de diriger ce pays de façon illégale et illégitime. Monsieur Aït-Mokhtar. Le pays aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous êtes candidat à la présidence. Le pays aujourd'hui, je vous assure, en un an de temps, avec ce qui est réalisé aujourd'hui, en un an de temps, il faut changer la méthode. La méthode, je dis bien la méthode. C'est un pays qui n'est pas organisé, économiquement parlant. En un an de temps, on serait vraiment à la hauteur des pays européens. Et en un an de temps. Je dis bien en un an de temps. Il faut lever les leviers. Vous connaissez l'adresse de Khatem Sidna Soleiman? Bien sûr, je connais Khatem Sidna Soleiman. Je connais très bien. Je vous assure, il y a les infrastructures minimales de base, ils existent. Il faut les faire fonctionner. Les institutions existent, elles fonctionnent mal. Il faut les faire fonctionner. Et dans tous les domaines, il suffit d'avoir un courage politique. Donc, ce n'est pas Bouteflika qui gêne ce pays. Pas du tout. Moi, je vous assure, je lui rends hommage tous les jours. Par contre, les gens qui sont autour, les gens qui travaillent, vous par exemple, dans tout ce qui est presse, vous êtes valable. Pourquoi vous ne rentrez pas? Essayez de rentrer. Moi, d'autres personnes... Je vais vous répondre tout de suite. Donnez la main. Je vais vous répondre tout de suite pour ce qui me concerne. Oui. J'ai demandé un passeport biométrique, j'ai fourni le dossier. Oui. On m'a dit non, on ne vous donne pas le passeport. Alors, Khalaf Saïdi, pourtant, c'est le cas. Oui, mais... Je vous invite à aller vérifier au consulat de Lyon. Oui, je peux Khalaf Saïdi, vous êtes avec nous? Oui. Alors, Khalaf Saïdi, M. Omar Aït-Mokhtar considère que la maladie du président Bouteflika n'est pas une chose essentielle, qu'il faut passer à autre chose. C'est votre avis aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas mon avis du tout. Il est libre de considérer que la maladie du président n'est pas essentielle, mais il a tout faux. Il s'inscrit dans le faux quand il parle. On dirait qu'on est dans une démocratie, qu'il a des idées, qu'il va faire sa campagne électorale, etc., etc. Alors que la réalité est tout autre. On dirait que ce monsieur est loin des réalités politiques que vit la société algérienne. Ce zoukam-là, le zoukam politique éternel du président Abdelaziz Bouteflika absent. Cette absence-là, je lui rappelle que quand on était enfant, élève dans les écoles, lorsqu'un élève s'absente une fois, on lui pose la question de la raison, de la cause de son absence. Et lorsque l'absentéisme est répétitif, on lui colle un avertissement et on convoque ses parents. Alors que ce président, l'absentéisme de ce président dure maintenant plus de 6 ans. Et aucune institution, quand il parle des institutions, il me dit que les institutions existent mais ne fonctionnent mal.
je dirais qu'elle ne fonctionne pas du tout. Aucune institution politique en Algérie, ni le Parlement, ni le Sénat, ni le Conseil constitutionnel n'a daigné d'envoyer un avertissement à ce président absent sur toute la ligne depuis plus de 6 ans. N'a même pas convoqué le peuple algérien pour sanctionner ce président. Maintenant, quand il me parle, quand il dit qu'il est tout à fait d'accord avec Abdelaziz Bouteflika, c'est Injazat, etc., etc., il est libre de croire à ça. Mais je lui pose une simple petite question. Monsieur, si vous croyez que ce président a fait pour l'Algérie, alors là, pourquoi, si vous l'aimez, si vous le soutenez, pourquoi vous êtes candidat contre lui alors ne privez pas le peuple algérien. Ne privez pas je vais le peuple algérien. Je reviendrai. Moi, je vous pose la question. Pourquoi vous n'êtes pas président? Pourquoi vous n'êtes pas candidat, vous? Non, laissez-le poursuivre, je reviendrai à vous. Vous pouvez répondre. Si, poursuivez, Khalaf Saïdi. Pardon? Poursuivez. Non, j'ai bien entendu, si je comprends bien, il me pose la question pourquoi je ne suis pas candidat. Oui, sinon vous soutenez un autre candidat. Écoutez, monsieur, je viens de vous Permettez dire... un débat. Je viens de vous dire que... C'est facile de dire, il n'est pas bon, celui d'en face. Je viens de vous dire... Laisse Khalaf Saïdi répondre. Je viens de vous dire... Vous n'avez aucune proposition à part celle du tableau. Cette élection présidentielle-là, et tout est fermé. Ce système est fermé sur soi-même et il ferme tout. Il ferme tout sur la société algérienne, sur les partis politiques. Y a-t-il de la politique aujourd'hui en toute liberté en Algérie? Y a-t-il des partis politiques qui exercent leurs droits constitutionnels librement en Algérie? Et on dirait que vous avez oublié. Nous avons un pouvoir qui mate toutes. Mais Khalaf Saïdi, une question pour vous à destination surtout de ceux qui ne connaissent pas bien l'Algérie, parce que les Algériens, ils ont déjà la réponse. À votre avis, dans un système où les institutions sont à la solde du régime et dont les membres ont été choisis en fonction de leur soumission au régime. Je donne l'exemple du Conseil constitutionnel. Tout le monde connaît M. Meddelsi. Tout le monde connaît ses relations avec la fratrie Bouteflika. Tout le monde connaît son inféodation totale et sa servilité absolument manifeste. Et donc, en l'absence d'institutions dignes de ce nom, en l'absence d'une quelconque institution qui pourrait contrebalancer un peu ce pouvoir, en l'absence de véritables partis politiques qui pourraient rallier autour d'eux la véritable contestation qui est latente, qui est au sein de la société algérienne. Comment faire pour éviter que M. Bouteflika soit reconduit, même à l'état de cadavre, même à l'état de Maccabée? Comment faire? Comme M. par exemple Aït Mokhtar qui s'est porté candidat, sachant que le jeu est fermé par avance. D'abord, je dirais il faut que ces personnes-là, ces personnalités-là, qui croient qu'ils ont une chance pour devenir le futur président de l'Algérie, il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'il n'y a aucun candidat en dehors du système, aucun candidat n'a une chance mince, n'a aucune chance pour gagner cette élection-là, parce que tout est fermé tant que l'armée décide, tant que l'armée, c'est elle qui gère, c'est elle qui décide, tant que ces clans du pouvoir-là, qui se partagent les rentes, sont toujours à ce pouvoir-là, ils feront ce qu'ils voudront, ils choisiront le candidat qu'ils voudront. Donc, il n'y aura pas d'ouverture, il n'y aura pas de démocratie, il n'y aura pas d'espoir pour la population algérienne. Le seul espoir qui reste, c'est qu'on arrête de se présenter à cette élection qui n'a aucun sens à mon nom. Restez avec nous, Khalaf Saïdi, je reviens à vous dans un petit moment. Avant de revenir vers Abdelhak Serrab,
vous vouliez répondre quelque chose? Oui. Khalaf Saïdi? Bien sûr. Allez-y. Une élection présidentielle, oui. C'est d'abord un débat avant cette élection. Mais nous sommes, vous êtes, pas moi je veux bien un débat. Oui. Moi, je veux débattre de l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce qui est fait? Quelles sont vos propositions pour justement y remédier? Énumérer les problèmes ou noircir le tableau, ça on le sait tout ça. Point de vue économique. Mais débattre comme vous voulez débattre, ça aussi on le sait. Si c'est pour blablater comme ça à la télévision unique, donner l'impression qu'il y a un débat, ça on sait faire. Hein. On peut aussi agir. On peut avoir des actes. Par exemple, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui depuis 1962 à ce jour est sorti du régime, a défié le régime et a réussi à s'imposer au plan politique? Vous savez... Est-ce que vous connaissez un seul? Vous pouvez me citer un seul cas? Je vais tirer un de 62 à aujourd'hui. Je vais tirer la conclusion aujourd'hui par rapport à M. Saïdi qui est avec nous. D'accord. Les gens qui soutiennent Bouteflika aujourd'hui, oui. Donc, vous les appelez comment? Je ne sais pas, le régime, le pouvoir, tout ça, que ce soit les chefs d'entreprise. Encore qu'ils ne soutiennent pas tous Bouteflika, maintenant. Non, ils le soutiennent pour leurs intérêts. Le FCE, et ainsi de suite, et tout ça. Tout le monde le soutient pour rester, parce que la situation les arrange. Mais vous, ce que vous dites est peut-être tangible, mais pourquoi vous n'éliminez pas cette question de Bouteflika et rentrez dans l'arène? Combattre, c'est votre pays, après tout. Quand vous exigez un débat à l'Ihdad, par exemple, sur la question économique, vous avez le droit de lui poser des questions. Laissez le président à côté. Mais vous pouvez lui dire que vous êtes en train de ruiner ce pays. Vous avez le droit de... Moi, je le dirais. Vous avez aussi... Attendez. L'armée. Non, je vous coupe. L'armée. Laissez l'armée. Oui. C'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui choisit le président. Elle a choisi Bouteflika, elle l'a fait rempiler un 4e mandat alors qu'il était mort, quasiment. Et elle va le rempiler, elle veut, sauf qu'elle n'arrive pas, à un 5e mandat. Et voulez-vous me dire, entrer dans l'arène et combattre? Ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire, vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas changer vous-même. C'est ça le problème. Non. Moi, je sais que le changement ne viendra pas en jouant avec les règles du régime. Einstein appelle ça la folie. C'est essayer, avec les mêmes moyens, d'aboutir à un autre résultat. Impossible, comme vous faites. C'est-à-dire, si vous laissez la question du président de la République, il est malade, on le sait, mais rentrer dans l'arène, c'est votre pays. Vous avez le droit de faire des propositions. Vous avez le droit de parler de l'économie de votre pays. Vous avez le droit de parler des harag. Vous avez le droit de parler... Moi, je vous dis qu'on ne me donne même pas pour moi passeport, vous me dites rentrer dans l'arène. Non, ce n'est pas normal. Pas rentrer dans mon pays, vous me demandez de rentrer dans l'arène. Vous êtes algérien, on ne peut pas vous refuser un passeport. Pourtant, c'est le cas. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Ça veut dire qu'eux, ils vous faites une théorie comme ça. La PN, Parlement, le parti, la justice. Vous avez entendu dire que la justice est indépendante? Vous l'avez entendu ou vous ne l'avez pas entendu? Je ne l'ai pas entendu. Eh bien, entendez-le. Le a dit la justice, le ministre de la Justice, la justice algérienne est indépendante. Alors qu'il n'y a pas un seul Algérien qui ne sait pas que la justice est inféodée au régime et qu'elle fonctionne au bouton et au téléphone. Y compris donc les avocats qui vous appellent ici de temps en temps, ils le savent aussi, ils sont corrompus aussi. Non, ils ne sont pas corrompus. Eux, ils se battent contre le système. C'est pas la même chose. Non, quand on fonctionne... eux, ils se battent. Ils n'ont pas le choix. C'est facile à dire. Ils sont dans un système et ils le dénoncent. Ils viennent ici, ils disent que la justice n'est pas indépendante. On a ce qu'on mérite parce qu'on n'arrive pas à mettre en place un débat justement sur la question de la justice, sur la question économique, sur les soins, sur le tout. Donc on est en train de dire, il faut partir, on vient, on sait tout faire. C'est ça que vous dites. Vous voulez convertir le loup qui est en train de bouffer à la bergerie. Rien du tout. Vous voulez convertir le loup au végétarisme. Non, moi... Vous pouvez attendre. Moi, je sais comment je fonctionne. Et je vous assure, nous sommes en train de parler, nous avons une association, un mouvement ici en France. Sur la question des biens mal acquis, on n'attendra pas à ce qu'une organisation internationale s'occupe de nous. On est en train de nous occuper. Vous allez avoir des résultats, y compris chez les instances donc, internationales, européennes, françaises, le TRACFIN et tout ça. Vous allez avoir des résultats. Moi, je suis tenté de vous dire cause toujours. Oui, mais non. Abdelhak Sarrab, il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, d'après vous, finalement... ce président, est-ce qu'il a, d'après ce que vous constatez en tant que médecin,
président Bouteflika, est-ce qu'il pourrait demain redevenir normal? Est-ce qu'il y a une chance qu'il puisse redevenir normal? Jamaldine Chenouf, lésion cutanée est réversible. On met un pansement et 10-15 jours après, ça cicatrise. Les lésions du cerveau et du système nerveux, malheureusement, sont irréversibles. Par ailleurs, pour revenir au débat, je constate que votre invité n'est pas suffisamment conscient de la situation. L'Algérie et le président sont gravement malades. L'Algérie hérite de 300 ans d'absence de vie politique liée à la domination ottomane qui a duré 300 ans. Elle hérite de 132 ans de vie politique liée à l'occupation française. Elle hérite de 56 ans de vie politique liée à notre incapacité en tant qu'Algériens à instaurer un état de droit dans une Algérie indépendante. Par ailleurs, nous nous retrouvons avec 488 ans, je l'ai bien calculé, au moins 488 ans de vie politique. Dire qu'il va falloir aller aux élections, je ne comprends pas la logique de votre invité. En Allemagne, en Italie, en France, des nations saines qui ont des États, en cas de crise, ils vont aux élections. Nous, on a besoin d'une phase de transition de courte et de moyenne durée. Pendant ces deux phases de transition, nous allons essayer de lancer les fondations d'un État. On ne peut pas organiser des élections dans un pays où il n'y a pas d'institutions, dans un pays où il n'y a pas de vie politique. Il va falloir prendre conscience. Et le monsieur, il va falloir qu'il comprenne que l'Algérie est beaucoup plus importante que ses ambitions personnelles. Il va sympathiser avec un régime impotent. Pour quel but? Pour avoir quelques acquis. Mais est-ce que les acquis qu'il va avoir sont plus importants que l'avenir de plusieurs générations d'Algériens? Il va falloir qu'on prenne conscience et qu'on arrête de se mentir et de se voiler la face. Nous avons besoin d'une union sacrée entre tous les Algériens, aller vers une phase que j'ai appelée une phase institutionnelle de 2-3 ans, créer quelques institutions. Après, on ira vers une phase de transition de moyenne, de moyenne durée, c'est-à-dire 10-12 ans. Durant cette phase, on va essayer de créer une classe politique parce qu'on n'a pas de vie politique. On va essayer d'encourager nos amis et nos frères et nos fils militaires de s'éloigner progressivement de la politique. On va essayer de créer une école digne de ce nom. On va essayer de créer les fondations d'un État. Après, on ira aux élections. C'est ça l'intérêt national. Merci Abdelhak Serrab. Merci Abdelhak Serrab. Merci Khelef Saïdi. Omar Ait Mokhtar, je vais vous laisser 1 minute si vous souhaitez répondre, parce qu'on est hors temps, on a dépassé. Je pense que quand on débat sur l'Algérie, je suis convaincu que nous aimons tous l'Algérie et chacun à sa manière. Donc vous aimez l'Algérie comme moi, mais différemment. Vos invités aussi. Mais il n'y a pas plus simple que de décrire la situation. Vous allez décrire la situation à un Algérien comme vous, il le sait. Mais par contre, où il faut ouvrir des brèches, il faut ouvrir le débat, instaurer un débat démocratique, voir ce qui ne va pas, le pointer du doigt et faire des propositions. Ces gens-là, même s'ils doivent, on ne doit pas être avare, même s'ils doivent prendre de chez vous, de chez moi, de vos invités, il faut leur donner. Voilà ce qui ne va pas. Voilà. Et la menace qui couvre sur l'Algérie, ce n'est pas, nous sommes un pays riche, ce n'est pas un pays l'Algérie, c'est un continent. À 40 millions, on n'arrive pas à nous organiser. C'est ça notre problème. On peut s'organiser. Nous avons une communauté algérienne très forte, l'une des plus grandes communautés étrangères, une diaspora importante. On a de tout. Il va falloir rentrer au pays et leur montrer ce qu'il faut faire. Vous croyez? Donc, mais moi, j'ai de l'espoir dans ce pays. Après, et nous arrivons à la fin. Et les gens qui sont en place, je ne parle pas du président, moi je lui rends hommage. Les gens qui sont en place, il y a beaucoup de prédateurs. Je vais vous répondre à quelque chose. Nous avons fini, mais je ne peux pas ne pas vous répondre. Bien sûr. Vous avez dit nous aimons tous l'Algérie. Absolument, bien évidemment. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'aimez pas l'Algérie? Celui qui aime le régime, qui le défend, qui dit je rends hommage à Bouteflika, ne peut pas aimer l'Algérie. Mais si, monsieur. Pour moi, je me trompe peut-être. Mais ça n'engage que vous. Barakallahu fik, c'est Omar Ait Mokhtar. Merci Khelef Saïdi. Merci Abdelhak Serrab. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qawala khair. Slama.